mon cher Raphaël. Il est 9 heures très exactement. Euh, Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, pardon, et bienvenue au Hub des Territoires pour cette journée d'innovation dédiée à la rénovation thermique, à l'accélération de la rénovation thermique des bâtiments. Pour introduire la journée, je vais laisser la parole tout de suite à Blandine Calcio-Godino. Oui, merci Guillaume et bonjour à tous. Je suis Blandine Calcio-Godino, je suis responsable du pôle écosystème et développement de la Banque du Territoire. Et donc à ce titre, je pilote l'innovation, les partenariats et les activités de développement de la Banque du Territoire. Et du coup, au sein desquels se positionne ce hub des territoires. Donc, le hub des territoires, c'est notre espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. C'est un lieu qui est résolument tourné vers l'externe, qui nous permet de travailler avec nos clients, avec nos partenaires, avec les collaborateurs de la Banque des territoires pour à la fois s'inspirer, collaborer, mais également concrétiser évidemment des projets d'innovation et des projets très opérationnels. Et pardon, bonjour Costa, puisque je te voyais aussi arriver. Et du coup, je suis particulièrement ravie en fait d'introduire aujourd'hui cette matinée avec Costa, parce que pour moi, la matinée qui va se dérouler aujourd'hui, elle incarne vraiment la stratégie écosystème qu'on a souhaité mettre en œuvre depuis 3 ans à la Banque des Territoires. Alors, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents sur ces sujets. En fait, dès la fin de l'année 2018 et début 2019, on a commencé à imaginer une nouvelle méthode en fait pour travailler avec nos partenaires et avec l'écosystème. Donc, on a travaillé sur une méthode de façon assez empirique, on va se le dire au démarrage, qui visait à cartographier notre écosystème sur une thématique donnée, qui va nous permettre ensuite d'objectiver le recrutement de nos partenaires et puis de collaborer plus facilement en mode innovation ouverte. Et la première fois, on a testé cette approche innovante sur le sujet de l'eau. Donc, on a identifié les acteurs principaux, on les a cartographiés, on a organisé une journée d'innovation qui a été suivie par un hackathon à partir des données de l'eau. Et puis, ça aboutit à la création, d'un service digital innovant, un service de géoréférencement par l'intelligence artificielle des plans des réseaux d'eau. Ce projet, il s'appelle AutoGéo. Donc voilà, il a été issu de tous ces travaux-là. Et derrière, on a souhaité professionnaliser cette démarche et l'intégrer au sein de notre dispositif d'innovation ouverte qui s'appelle le Lab des territoires. Dans toute cette phase de cadrage, en fait, et je pense que Guillaume et Raphaël ne diront pas l'inverse, en matière d'innovation, il faut laisser la place évidemment à l'exploration, mais aussi il y a un moment de cadrage important qui passe donc par l'exploration, mais également par la problématisation, par la conceptualisation derrière de réponses à des enjeux spécifiques. Et c'est cette méthodologie-là qu'on a souhaité appliquer au sujet de l'habitat, avec donc la direction des prêts, et d'où la présence, et je le remercie de Costa ce matin, avec le pôle stratégie, avec le marketing. L'objectif étant de voir donc sur les champs de l'habitat, en fait, sur quel champ finalement nous pourrions avancer avec des partenaires, donc toujours de la même manière, en partant de cette analyse de l'écosystème, de l'identification d'un certain nombre justement d'acteurs de l'innovation, d'acteurs de référence, bien évidemment, comme les grands bailleurs, comme les opérateurs de la place, etc. Et puis, à partir de cette analyse, déterminer les champs d'action possibles plus spécifiquement, qui vont nous permettre de mener des travaux d'innovation portés par la Banque des Territoires et par ses partenaires. Et on a identifié donc 2 sujets particulièrement incontournables. Le sujet du foncier, qu'on aura l'occasion de traiter très probablement en 2022, et le sujet de la rénovation énergétique des logements sociaux, donc sujet qui est l'objet de nos travaux aujourd'hui, puisque bien sûr, entre le plan de la relance et l'urgence actuelle, on voit bien qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont emparés de ce sujet-là, mais à ce stade, l'effet de masse n'est pas encore là. Donc l'objectif de cette journée, c'est de voir comment on peut amplifier, comment on peut accélérer ce mouvement
avec les principaux acteurs, avec tous les acteurs publics, privés, également évidemment les acteurs de l'innovation, et on sait qu'il y a un grand nombre de startups sur ces sujets et donc certaines seront présentes aujourd'hui. Et donc les ateliers vont se dérouler à distance sur toute la matinée et ça sera véritablement, on en est certain, un terrain fertile pour imaginer des actions communes avec les principales questions que nous allons partager. Donc comment la Banque des Territoires peut-elle contribuer à accélérer la rénovation? Avec quel positionnement? Et comment aider les acteurs à diagnostiquer leur parc de logement, comment les accompagner dans la mise en œuvre des actions de rénovation. Voilà, donc je pense que ça nous fait des beaux sujets d'investigation et je me permets de laisser la parole à Costa, qui ne manquera pas de réagir sur ce sujet spécifiquement. Merci Costa. Merci beaucoup Blandine, bonjour à tous. Je suis très heureux de dire quelques mots en introduction de cette matinée de travail sur un sujet alors qui est vraiment au cœur des priorités du groupe Caisse des dépôts. Donc, comme un grand nombre d'entre vous le savent déjà, c'est vrai que la direction des prêts, la Banque des Territoires et le groupe Caisse des dépôts sont très engagés sur les enjeux liés à la politique énergie et à la politique climat du pays. Ça fait maintenant de longues années, depuis plus de 10 ans, qu'on a notamment lancé le produit qui s'appelle l'éco-prêt, qui est vraiment l'instrument principal de politique publique qui permet de financer la rénovation thermique des logements sociaux avec des résultats très positifs, mais finalement qui restent encore insuffisants par rapport à l'ampleur du chantier que nous avons collectivement à traiter dans les prochaines années. On a rénové 425 000 logements grâce à ce produit au cours des 10 dernières années, donc c'est quand même extrêmement massif. Mais néanmoins, entre les enjeux évidemment liés au saut d'étiquette, mais également à l'arrivée maintenant des questions liées au carbone, et quand on sait que le logement représente à la fois plus de 40% des consommations énergétiques du pays et plus d'un quart des consommations carbone, la question du parc HLM est particulièrement centrale. Alors, ce que je voulais vous dire peut-être comme message principal, c'est que on a la chance d'être sur un terrain que je pense particulièrement mature et particulièrement adapté pour pouvoir justement accélérer, puisque c'est le terme très précis de l'exercice auquel vous allez, avec toute l'intelligence présente ce matin, essayer de répondre. Pourquoi? Parce que nous, on a des éléments de comparaison avec le reste du parc public. Vous savez qu'on accompagne également les collectivités locales dans ces enjeux de réhabilitation. Et ce qu'on sait aujourd'hui en tant que partenaire et financeur du logement social, c'est que l'engagement et la qualité des interventions, de la maîtrise d'ouvrage directe dont les bailleurs sociaux sont en capacité de déployer est sans commune mesure avec ce qu'on voit par ailleurs sur le parc public et même sur le parc privé. Objectivement, aujourd'hui, le parc le plus en avance de ces questions-là est vraiment le parc HLM, mais néanmoins, la prise de conscience, et les bailleurs présents ce matin auront l'occasion, j'en suis certain, de le repartager avec les différents intervenants. La prise de conscience est très forte et nous voyons d'année en année croître le volume des investissements des bailleurs sur le champ de la rénovation thermique. Sur l'année 2021, nos financements sont en hausse de 15% sur cet éco-prêt, donc ça montre que évidemment il y a des enjeux de politique publique, il y a une prise de conscience extrêmement forte et puis il y a un besoin d'accélération. Alors la question de comment accélérer, elle est forcément pas évidente à adresser, mais elle va beaucoup s'appuyer sur des croisements d'intelligence et de solutions, et particulièrement sur l'innovation. Nous, on est assez convaincus et on a été amené au cours des années à finalement aller un peu plus loin que le simple financement, notamment en proposant des solutions fondées sur la data pour venir éclairer le passage à l'acte et la prise de décision, qui est vraiment un des premiers enjeux complexes à adresser. Il y a une question de cartographie également, qui est un enjeu majeur pour pouvoir mieux comprendre l'étendue de l'effort et choisir ses priorités. Parce que c'est assez difficile quand on est engagé dans un investissement de la sorte à définir finalement quels sont les bâtiments prioritaires et quelles sont les technologies à utiliser, notamment pour qu'elles soient résilientes dans le temps.
Hein. Je pense qu'un des écueils qu'on a connus par le passé, c'est peut-être d'avoir fait des réhabilitations un peu trop légères qui finalement devenaient trop rapidement obsolètes. Et l'enjeu de la résilience aujourd'hui est vraiment majeur et cette résilience, elle doit être durable. Et derrière, il y a des enjeux, bien évidemment, y compris de précarité énergétique pour les habitants du parc. Voilà, je ne serai pas plus long parce que l'idée de la matinée n'est pas de faire un grand discours, mais plutôt de vous donner les clés et de pouvoir, avec vos différentes expertises et vos différents métiers, nous aider à accélérer sur ce sujet. Nous, on sera extrêmement attentifs aux résultats de ces travaux, très preneurs de toutes les idées et très engagés pour pouvoir les mettre en œuvre à vos côtés rapidement. Donc voilà, un grand remerciement à tous pour votre présence et je vous souhaite une très belle matinée de travail sous le sceau de l'innovation. Merci beaucoup, Costa. Eh bien, merci. Merci Costa, merci Blandine. Alors un petit mot avant de laisser la parole à notre invité d'honneur ce matin qui est Thomas Le Sueur, sur l'état d'esprit et sur les règles du jeu de la matinée. Alors je sais que dans cette période très chargée juste avant les fêtes de fin d'année, une demi-journée, une matinée entière, ça peut paraître à la fois très long et très court. Très long dans nos agendas chargés. Alors pardon, je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix, j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout de la matinée. Donc très long par rapport à nos agendas avant les fêtes de Noël et merci à tous d'avoir répondu présent. Et en même temps très court par rapport à l'ampleur du défi qui nous attend. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on n'est pas là pour se faire plaisir, si vous me passez l'expression. On a des attentes tous assez fortes par rapport à ce qu'on va en sortir. L'objectif, c'est vraiment de sortir des pistes concrètes et qui sont de nature à avoir un véritable impact sur ce défi qui est devant nous. Alors on a la chance d'être une trentaine ce matin avec les quelques personnes qui vont encore nous rejoindre. Donc toutes les forces en présence sont autour de la table. On a des bailleurs, on a des institutionnels, on a des acteurs, bureaux d'études, cabinets de conseil spécialisés de la rénovation énergétique, on a des startups qui apportent des solutions innovantes. Donc on a voilà, toutes les forces en présence pour réussir ensemble à imaginer des solutions véritablement impactantes. Quelques règles du jeu qui sont dans les pictos que vous voyez à l'écran. Certains se passent de commentaires, mais je veux commenter les autres. Donc l'ampoule, c'est quoi? C'est la co-création. Donc on est là pour essayer de sortir des idées en rupture. On imagine bien que vous ne nous avez pas attendu pour réfléchir déjà à la question au sein de vos différentes entités. L'objectif là, c'est de ensemble se poser la question de comment est-ce qu'on peut aller au-delà de l'existant. Et ça rejoint aussi le picto sur les petits bonhommes. On est là pour trouver des solutions systémiques et qui sont de nature à avoir un impact sur l'ensemble de la problématique et qu'on ne serait pas capable d'avoir de manière isolée, acteur par acteur. Donc, il y a un vrai enjeu de co-construction ce matin. Les petites bulles, c'est parce qu'on veut se laisser du temps justement à l'échange pour s'autoriser à comprendre et se laisser le temps de comprendre les points de vue et les prismes d'analyse des différents acteurs en présence sur cette problématique. Et le petit... Alors, on avait un petit œil qu'on a enlevé, mais je le commente quand même, qui est essayer de poser un regard neuf sur la problématique. Ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on sait que ce n'est pas un sujet nouveau et qu'on a tous essayé de trouver des solutions. L'idée, c'est de prendre un peu de hauteur de vue aujourd'hui et de profiter de ce moment, d'être tous là ensemble pour essayer de faire un pas de côté. Donc, au programme, on va, donc, suite à l'intervention de Thomas Le Sueur, avoir une série de pitchs introduites par Guillaume sur des startups qui apportent des solutions innovantes. L'objectif, c'est de nous inspirer. Et en même temps, on ne veut pas vous perdre dans cette session de pitch. Alors, on vous a envoyé hier soir, vous avez dû recevoir un petit carnet. Au départ, on devait faire cet événement en physique, donc on devait vous l'imprimer. L'idée, alors que ce soit sur ce carnet ou sur des feuilles volantes, dans les différentes interventions de ce matin, avant de travailler dans les groupes de travail, ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas être dans une posture passive, mais de vraiment essayer de vous poser la question dans tout ce que vous entendez, des idées que ça suscite et des questions que ça soulève. Et on partira de ça dans les temps d'échange. Donc c'est important que voilà, ce ne soit pas juste des temps pour se faire plaisir, mais vraiment des temps où ce que vous entendez doit nourrir vos réflexions pour la suite. Et je me permets en une seconde, Raphaël, de dire, bien sûr, le sujet de la rénovation, vous le connaissez, hein, mais il y a le terme d'accélération qu'on a ajouté et qui est absolument essentiel. Donc n'hésitez pas à regarder et à écouter tout ce qu'on peut vous partager avec ce prisme particulier de l'accélération. Voilà, et puis passer ces pitchs de start-up, et c'est la partie la plus importante de la matinée, on aura des travaux en sous-groupe. On va laisser 2 bonnes heures à ces réflexions-là et on se retrouvera en plénière sur la dernière demi-heure, donc de 12h30 à 13h, pour partager toutes les solutions et propositions
que les groupes auront trouvé. Mais juste avant ça, donc, je laisse la parole à Thomas Le Sueur qui nous a fait l'honneur d'être là avec nous ce matin pour nous aider à prendre un peu de perspective sur ce sujet. Donc Thomas, vous êtes commissaire général et délégué interministériel au développement durable. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'une part, en quoi est-ce que cette problématique est importante sur le plan national? Et finalement, pourquoi est-ce que c'est important d'accélérer sur ce sujet de la rénovation énergétique dans le logement social? Merci beaucoup, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis absolument ravi de pouvoir vous dire quelques mots. Et je veux d'abord saluer votre initiative parce qu'effectivement, je vais y revenir en dézoomant un petit peu et en redonnant le cadre dans lequel votre action, l'action de tous ceux qui participent à cet événement contribue. Il y a besoin d'accélérer. Il y a absolument besoin d'accélérer. Alors, je redonne quelques éléments qui sont connus, hein, j'en ai bien conscience, mais bon, il est quand même utile de se remettre toujours en tête quelques repères clairs. Bon, le changement climatique, ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très largement admis. C'est pas nouveau, ça fait des années qu'on en parle, mais on voit bien qu'avec ces manifestations de plus en plus fortes et douloureuses, ce changement climatique est entré dans les esprits, est entré dans les cœurs, et aujourd'hui, ce n'est plus une hypothèse, c'est une certitude, et c'est quelque chose que tout le monde dans notre pays souhaite, voilà, auquel il faut faire face. La question, c'est surtout de savoir comment, par quelle priorité, comment s'engager, comment imaginer un avenir qui ne soit pas trop difficile, qui ne soit pas trop dur, mais qui soit au contraire encore porteur de progrès. Et la rénovation, je crois, est une très bonne illustration de cette voie de passage où on peut à la fois améliorer nos conditions de vie, notre confort de vie, la qualité de notre habitat, tout en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, une fois qu'on dit que cette prise de conscience a progressé, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une planification, une stratégie. C'est la stratégie nationale bas carbone. C'est la deuxième qui est en cours. On est en train de préparer la troisième pour s'ajuster à des objectifs qui sont des objectifs mondiaux, parce que vous le savez tous, le climat, ce n'est pas l'affaire d'un État, c'est l'affaire du monde entier. Et donc, cette stratégie nationale bas carbone, c'est une véritable feuille de route qui donne des orientations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre secteur par secteur, et notamment dans le domaine du logement et plus généralement de la construction, parce qu'il y a évidemment tout le domaine tertiaire qui est également concerné. Cette trajectoire, vous le savez certainement, l'objectif global, c'est une baisse par rapport à 2015 de 49% en 2030. Baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment de 49% par rapport à 2015 en 2030 et 2050, une décarbonation complète. Donc ce sont des objectifs extrêmement exigeants, d'autant que l'Union européenne vient de décider de relever son niveau d'ambition. La France y était tout à fait favorable pour d'ici 2030 atteindre globalement 55% d'économie de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Donc, ce n'est pas les mêmes repères temporels, mais globalement, pour l'échelle européenne, c'était moins 40% en 2030 et on passe à moins 55%, 15 points d'effort supplémentaires en seulement 8 ans, ce qui est un défi collectif majeur, mais qui est rendu parfaitement nécessaire par les conclusions du GIEC, et c'est à l'occasion de la dernière COP de Glasgow que tout cela s'est concrétisé. Alors là, je suis sur les grands chiffres. Tout ça va se traduire du coup par une nouvelle planification, une nouvelle stratégie nationale bas carbone. On va l'intégrer dans un document plus vaste qui va s'appeler la stratégie française sur l'énergie et le climat, la SFEC, pardon, le jargon, mais c'est un mot et c'est un acronyme qui va être important dans les mois et les années à venir pour s'inscrire donc dans cette trajectoire de réduction de 55% au niveau européen des émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'en viens un peu plus au secteur qui nous réunit et qui est un secteur qui a progressé et qui avance bien. Il y a des bonnes nouvelles, donc il faut les partager également. Alors, si on laisse de côté, bien sûr, les variations liées aux températures de chaque saison hivernale, qui, bien entendu, ont une influence majeure et directe sur le niveau d'émission du secteur
résidentiel, on constate une baisse des émissions du secteur résidentiel, une baisse tendancielle, structurelle, depuis les années 2000. En 2019, c'est 29% d'émissions moindres, de baisse d'émissions par rapport au niveau constaté en 1990. Donc un effort déjà considérable qui a été réalisé. Alors, vous savez comment c'est toujours comme dans le sport, hein, bravo pour ce qui est fait, mais attention, il en reste devant. La ligne d'arrivée n'est pas encore atteinte et nous devons aller plus loin dans cette efficacité, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, qui passe par la rénovation, mais pas uniquement par la rénovation. Et je suis sûr que les startups qui seront présentées après aborderont bien des leviers d'innovation possibles pour contribuer à cet effort collectif. Peut-être me dire maintenant quelques mots quand même spécifiquement sur la rénovation énergétique, en ayant bien précisé que ce n'était pas le seul levier, mais quand même, c'est un levier qui est structurel, qui est durable, qui est pérenne et qui est donc particulièrement important et qui a donné lieu, là aussi je suis sûr que vous le savez très largement, à plusieurs dispositions dans la loi climat et résilience qui comportait un titre 5 intitulé « Se loger ». Donc cette loi a été promulguée en août dernier et s'accompagne également dans le contexte du plan de relance d'un certain nombre de leviers financiers. Donc je ne vais pas refaire toute la liste des aides et des dispositifs, juste rappeler que le dispositif d'appui à la rénovation des propriétaires occupants principalement, hein, qui était le CITE, a été refondu dans MaPrimeRénov', dont la dynamique est véritablement extrêmement forte. On a des résultats qui paraissent satisfaisants et bien meilleurs que par le passé, qui font l'objet de financements importants renforcés par le plan France Relance. Donc, je sais bien qu'ici, on est plus autour des bailleurs sociaux, mais je crois que c'est important de signaler qu'il y a cet effort au profit des propriétaires. Une enveloppe plus spécifique de 500 millions d'euros dédiée à la réhabilitation du parc locatif social, qui est répartie entre 3 dispositifs distincts, des rénovations lourdes de logements locatifs sociaux couplées à une rénovation thermique, 40 millions d'euros dédiés à l'appel à projet MassiRéno, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'en parler, mais probablement, qui est une initiative de massification des solutions industrielles de rénovation énergétique. On en parle depuis plusieurs années. Je sais que la Banque des Territoires a été engagée sur ces questions. Et je vais bientôt terminer mon propos parce que je pense que ces éléments, encore une fois, sont largement connus. Et ça a été dit par le directeur des prêts de la Banque des Territoires, au sein du parc locatif, qui est vraiment au centre des préoccupations de ce besoin de rénovation thermique. Le parc locatif social fait partie des plus exemplaires. La proportion des logements les plus énergivores, ceux qui ont l'étiquette la plus éloignée de la lettre A, est limitée, puisque c'est environ, si on prend les 3 lettres EFG, dans le DPE, hein, dans le diagnostic de performance énergétique qui préexistait, donc on est en train de faire des diagnostics avec le nouveau DPE, mais là j'ai les statistiques de l'ancien DPE, eh bien le parc locatif social est à 25% dans ces étiquettes EFG, donc les moins favorables, les moins positives, contre 41% au niveau de l'ensemble du parc de logement. 25% pour le parc locatif social, 41% pour le parc général. Et si on regarde maintenant les passoires thermiques, donc vraiment les plus dégradées, eh bien là aussi, on voit que le parc locatif social a fait un effort beaucoup plus considérable et beaucoup plus avancé, puisque c'est de l'ordre de 7% du parc qui est classé en passoire thermique contre 17% pour les résidences principales. Donc bravo pour ces efforts. Moi, je veux simplement vous dire que on compte sur vous parce que il y a 2 effets majeurs de cette avance
et de cette dynamique plus forte dans le parc locatif social. Le premier, c'est que vous tirez des filières. Nous avons besoin que les filières de la rénovation se développent. Et c'est quand même un changement de métier ou une adaptation de ces filières professionnelles qui étaient très tournées vers la construction. Donc on a besoin de cette dynamique de transformation des filières qui a largement commencé, mais qui doit prendre de l'ampleur, qui doit prendre encore de la dynamique. Et ça, bien entendu, vous y contribuez. Et puis, le deuxième aspect, et ça a été souligné juste avant moi, et vraiment j'y souscris, c'est parce que c'est aussi une manière de stimuler l'innovation, d'aller chercher tous les leviers qui sont disponibles, non seulement pour rénover thermiquement, mais aussi pour améliorer, réduire l'empreinte écologique de notre habitat. Donc c'est bien sur l'ensemble de ces axes, je crois que vous serez appelés à échanger, à réfléchir, à partager de l'information, des idées, à trouver, je l'espère, de nouvelles voies, partager des données aussi, parce que la donnée sera un point absolument capital pour connaître les actions à conduire en priorité, pour vérifier dans le temps leur efficacité. Ça a été dit, hein, vraiment je souscris à ça, c'est une de nos préoccupations majeures, de ne pas se bercer d'illusions. L'enjeu du climat, c'est pas de remplir des tableaux de statistiques et de se faire plaisir en disant qu'on a fait moins X%, c'est d'être sûr que véritablement on émet moins de gaz à effet de serre et qu'on contribue à notre mesure, à notre place qui est modeste, qui est partielle au sein de l'humanité, mais qui est réelle aussi et qui doit être un petit peu exemplaire, et bien que nous contribuons effectivement à lutter contre ce changement climatique. Voilà, alors ça c'était mes propos un peu généraux, mais vous allez entrer beaucoup plus concrètement et opérationnellement dans la réalité de ces enjeux. Je compte vraiment beaucoup sur vos échanges pour qu'ils soient riches, et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne matinée. Eh bien, un immense merci pour ce propos et nous voilà investis d'une très grande responsabilité, donc, puisque collectivement, j'ai bien compris que même si le secteur du logement social n'était pas le plus mauvais élève de la classe, il restait un gros travail à accomplir. Eh bien, à nous d'y participer, et c'est justement l'objet de la suite de nos échanges. Comme vous le disiez à l'instant, nous avons la chance de pouvoir entendre 5,5 startups qui vont venir nous présenter leur approche et leurs solutions pour participer à cette accélération. Alors avec un format pour le moins particulier, puisque la règle du jeu, c'est que chacune d'entre vous ait moins de 6 minutes pour venir présenter sa solution, ce qui est évidemment extrêmement court. Mais comme le disait Raphaël en début de journée, nous n'avons qu'une demi-journée pour sauver le monde, et donc il va falloir qu'on aille vite. Mais finalement, en 6 minutes, on peut déjà apporter un éclairage assez précis sur l'offre de chacun. On va essayer en fait de balayer tout le parcours de cette rénovation, depuis le pré-diagnostic des urgences les plus importantes à adresser jusqu'à la mise en œuvre. Et nos 6 participants vont nous permettre de balayer ces étapes. N'hésitez pas, comme le disait Raphaël tout à l'heure, à noter au fur et à mesure ce que vous inspirent ces présentations, à préparer d'ailleurs vos questions, parce que vous aurez l'occasion d'échanger avec les startups. On vous proposera juste de le faire après une première séquence de 4 interventions. N'hésitez pas donc à prendre des notes, mais plutôt que de parler, il vaut mieux écouter. Et si on peut passer au slide d'après pour laisser la parole à Nemer, eh bien Anne-Lise, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Donc, je suis Anne-Lise Castro-Saint-Martin. Je suis chez Nemer en charge de la stratégie et des partenariats. C'est vous du coup qui passez les slides, hein, c'est ça? Voilà, parfait. Donc Nemer, on est une entreprise innovante créée fin 2017. On est une 50aine aujourd'hui et notre mission, c'est de décrire le monde physique par la donnée.
de décrire par la donnée l'ensemble des bâtiments et l'ensemble du territoire et de l'environnement dans lequel ils se trouvent, et ce, afin d'accélérer les projets de transition écologique des acteurs publics et privés. On est vraiment persuadé que cette connaissance fine du territoire, elle va permettre d'accélérer les prises de décision, mais aussi d'avoir des projets qui auront plus d'impact dans les territoires. Donc pour cela, ce qu'on fait chez NEMR, c'est qu'on va transformer des millions de données qui sont issues de l'open data, de données partenaires que l'on va, ou de données pardon, que l'on va acquérir, notamment des données aériennes et satellitaires, et avec des algorithmes d'intelligence artificielle et aussi avec de l'analyse d'images, on va rendre disponibles ces données sur 100% du territoire métropolitain. On va améliorer leur qualité. Et surtout, on va rendre ces données interopérables. On va construire une base de données géolocalisée unique sur l'ensemble du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec ces données? Le premier cas d'usage qu'on voit à l'écran, c'est qu'on va aller chercher des potentiels de rénovation. Donc, j'ai un parc immobilier sur mon territoire et je veux aller chercher les meilleurs potentiels de rénovation pour construire ma stratégie de rénovation énergétique ciblée. Donc, typiquement, je vais aller chercher, évidemment, les passoires thermiques au sein d'un territoire ou au sein de mon parc. Également, grâce à toutes les informations que l'on a collectées sur les bâtiments, on va prédire des coûts associés à des travaux et également les économies d'énergie que l'on peut espérer obtenir avec les travaux menés. Et ça va permettre du coup de chercher les meilleurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui auront un meilleur ROI entre coût d'investissement et économie d'énergie réalisée. Donc, on veut vraiment, avec ces données, permettre aux acteurs d'investir là où il y a le plus gros potentiel en termes d'économie d'énergie. On n'a plus le temps de se tromper dans les choix qu'on fait en termes sur ces investissements-là. Donc ça, c'est le premier cas d'usage que je voulais montrer. On peut passer à la diapo suivante. Ensuite, on peut aussi vouloir collecter, avoir des profils sur chaque bâtiment. Donc, à l'échelle de chaque bâtiment, chez NEMR, on va avoir des informations de différentes natures. D'abord, des informations sur l'enveloppe du bâtiment, le matériau de toiture. Également, on va détecter avec de la computer vision des traces de vétusté sur la toiture de façon assez fine. On va avoir des informations également sur la période de construction, sur la surface habitable, sur le nombre d'étages. Voilà, tout ce qui est enveloppe du bâtiment, on va pouvoir le connaître. On a également des données relatives à l'énergie. On va prédire le type de chauffage. On va prédire également l'étiquette énergétique du bâti. À partir des données qui sont émises par l'ADEME, nous, on est venu entraîner des algorithmes pour prédire cette étiquette sur 100% du parc bâti métropolitain. On va également pouvoir savoir si ce bâtiment il est raccordé ou raccordable à un réseau de chaleur. Pour donner quelques exemples. Et enfin, pardon, je n'avais pas fini. Enfin, on va avoir des informations sur le potentiel de ce bâtiment, notamment sur le potentiel solaire en toiture. Chez NEMR, on a décrit ce potentiel solaire, encore une fois, sur l'ensemble du parc bâti, sur tous les pans de toit des bâtis sur le parc métropolitain français. On est vraiment assez précis opérationnel là-dessus. On va aller détecter des objets de toit et du coup, on va proposer vraiment un calpinage fin des panneaux solaires tenant compte de ce qui peut gêner sur la toiture. Et comme on connaît également le matériau de toiture, c'est assez opérationnel parce qu'en fonction du matériau de toiture, évidemment, la pose est plus ou moins faisable. Le deuxième potentiel qui est intéressant, c'est également le potentiel de végétalisation. On sait aussi les enjeux liés aux îlots de chaleur urbains, et donc ça, c'est un point qui me semble aussi important à mentionner. Donc à la fois potentiel de végétalisation en toiture, mais aussi sur la parcelle. C'est bon, on peut aller sur la dernière diapo. Je voulais vous parler de ce programme TRIZ parce que c'est vraiment un démonstrateur pour nous. Je vous invite à aller sur le lien là qui est à l'écran triz.nemer.com. C'est un projet qui est en open data. Il a été financé avec des certificats d'économie d'énergie. L'objectif, le challenge est de décrire par la donnée l'ensemble du parc des établissements scolaires de la région Hauts-de-France
pour élaborer des stratégies de rénovation énergétique. Donc, on voit quelques exemples à l'écran. On est allé déjà recenser l'ensemble de ces bâtiments, recenser leurs adresses. Sur chaque adresse, on va détecter combien il y a de bâtiments. Et pour chaque bâtiment, on va apporter toutes les données dont je vous ai parlé précédemment, les données d'enveloppe, les données relatives à l'énergie, l'information sur le raccordement ou non au réseau de chaleur. Et avec tout ça, on va identifier les potentiels intéressants en termes de travaux pour donc élaborer cette stratégie de rénovation énergétique sur ce parc. Donc c'est vraiment un démonstrateur pour nous de ce qu'on peut faire avec nos données. Formidable, donc on sait que ça marche pour les lycées, eh bien ça doit pouvoir marcher pour le logement social. Ça fait partie des questions qu'il va falloir qu'on se pose ensemble tout à l'heure. Eh bien, un grand merci Anne-Lise pour cette intervention exactement dans les 6 minutes prévues, donc chapeau. Et à tout à l'heure pour la première session de questions et réponses. Et je vous propose qu'on passe tout de suite, alors plutôt à nos amis. J'avais prévu de Technivu si c'est possible, et on parlera de Citovi juste après, puisque là, donc, on l'a vu à travers la data, Anne-Lise, vous êtes en capacité d'identifier très en amont les enjeux de rénovation. Mais il y a d'autres moyens de le faire. On peut le faire aussi à travers l'image, à travers les drones. Et c'est pour ça qu'on a invité Technivu à venir partager son expérience autour de ce terme un peu technique de la thermographie que je serais ravi de mieux connaître. Et je laisse la parole à Stéphane, si Stéphane est avec nous, pour nous présenter ce que fait Technivu. Bonjour à tous. Alors, Technivu est une société de services qui a maintenant 10 ans. C'est une société de services qui intervient sur des chantiers d'aide à la décision technique. Nous proposons nos services à partir de 2 éléments. L'imagerie de précision, au sens très large, associée à des données annexes au chantier qui sont collectées par ailleurs. Et vous avez le nom de Techni et Vu. Alors, en ce qui concerne la thématique de la matinée, la notion d'image, ça va être effectivement l'imagerie thermique qui va nous permettre d'une façon très synthétique d'avoir une évaluation d'ensemble du comportement thermique d'un bâtiment. Dans la mesure où on procède avec de l'imagerie de proximité, on aura également une notion de précision qui va nous permettre de détecter de manière assez fine des faiblesses localisées du bâti. Et ceci est donc à corréler avec quelques données complémentaires les plus simples possibles pour obtenir une démarche complète de priorisation. Alors, si on peut passer au transparent suivant, puisqu'on parle d'images, le mieux c'est d'en regarder quelques-unes. Alors, on va déjà regarder la paire d'images supérieure où vous avez un ensemble d'immeubles. C'est pris à Villeurbanne. Vous avez la photo visuelle à gauche et l'image thermique correspondante. La thermographie, c'est une façon de représenter les températures. Donc, on a une échelle de couleurs qui sont des fausses couleurs pour guider l'interprétation. Plus c'est foncé bleu, plus c'est froid. Plus c'est orange, jaune, blanc, plus c'est chaud. Vous voyez sur l'image à gauche un immeuble tout à fait récent qui est isolé par l'extérieur et vous voyez sa signature thermique totalement différente d'immeubles plus anciens qui ont des isolations moyennes ou peu performantes. Donc effectivement, d'un coup d'œil, on peut détecter le comportement d'ensemble thermique du bâtiment. J'ai également parlé de la possibilité d'avoir une analyse plus détaillée. Et si l'on regarde cet immeuble plutôt jaune en bas à droite, sur la photo visuelle, on a l'impression d'une façade complètement unie. Bien sûr, vous regardez l'image thermique en bas à droite, on voit un patchwork de orange, de jaune, qui indique des pertes localisées thermiques et qui vont pouvoir, là aussi, permettre d'affiner le diagnostic. Une illustration plus détaillée, cette fois-ci sur du logement horizontal, qui peut tout à fait être du logement social.
où l'on a des images de toiture. Alors en bas de l'image, un alignement de toiture bleu foncé qui signe un comportement plutôt satisfaisant. Et puis en haut de l'image thermique avec les coches rouges, des toitures bleu pâle avec des touches de vert qui indiquent également des problèmes. Et tout en bas à droite du visuel, vous avez 2 maisons individuelles également aux signatures thermiques extrêmement différentes avec un beau bleu uni à droite et une imagerie beaucoup plus violacée et donc qui signe un comportement plutôt moyen avec des problèmes graves et localisés au faîtage de la toiture. Sur le transparent suivant, on a représenté également cette fois-ci d'autres images. En haut à gauche, vous voyez un immeuble qui vient d'être rénové, là aussi avec une isolation par l'extérieur. Vous voyez comment dire que ça saute aux yeux par rapport à un immeuble voisin qui n'a pas été rénové en second plan. En revanche, sa toiture n'a pas fait l'objet d'action, si bien que vous voyez sur l'image de droite que sa signature thermique au niveau de la toiture est tout à fait semblable à celle de ses voisins. Alors, pour respecter le temps imparti, je ne vais pas aller plus loin. Les photos du bas montrent juste que dans le logement social, l'analyse des façades peut être relativement complexe et donc nécessite de l'interprétation. Transparent suivant. Voilà, donc la démarche pour aboutir à finalement une aide à la décision, c'est une démarche qui se veut simple et pragmatique. On va partir de données d'entrée, donc qui peuvent être des images thermiques associées à des informations sur le bâti et que l'on va associer à une analyse de données avec un couplage entre un historique des données météo et un historique des consommations à l'échelle de l'ensemble qu'on l'étudie, donc typiquement à l'échelle de l'immeuble. Le croisement de ces éléments va pouvoir permettre d'une manière relativement simple et rapide à aboutir à une priorisation. Il s'agit bien de priorisation et pas d'expertise ou de diagnostic énergie au sens de telle ou telle réglementation. Sur la ligne données d'entrée, les rectangles en grisé sont les données qui peuvent être collectées par TechniVue. Les rectangles en bleu, en fond bleu, sont les données qui sont à fournir par le bailleur. Je termine par le dernier transparent pour dire qu'on a l'habitude et l'expérience de ces chantiers d'appui décisionnel à gros débit et que le succès, d'une manière générale, provient de démarches qui sont pragmatiques, simples et rigoureuses. J'ai illustré quelques domaines d'intervention qui sont extrêmement divers, qui montrent que l'on produit à chaque fois des solutions sur mesure pour répondre aux besoins du client. Merci beaucoup Stéphane. Donc, après l'analyse par la donnée au niveau national, on peut plonger jusqu'à chaque bâtiment, voire chaque fenêtre ou chaque toiture pour confirmer ou préciser l'information. Une autre façon d'aller plus loin dans l'analyse de la donnée, eh bien, c'est ce que propose Citowi aujourd'hui. Malheureusement, Pauline, qui devait intervenir, est malade. On va vérifier que Pauline n'est bien pas là puisqu'elle nous a prévenu hier qu'elle n'était pas là. Elle n'est pas là, donc je vais juste vous parler en une seconde de Citowi, qui intervient, on va dire... Alors là, je me permettrai de ne pas intervenir pour le compte de Pauline, mais je crois qu'elle voulait dire que justement, la prédiction et l'anticipation font partie de leur métier. Donc je ne sais pas si dans les années 60, Citowi était en capacité d'analyser l'évolution possible de Sean Connery. Pardon. Hop. C'était la fin du pitch d'avant. En tout cas, si on passe au slide d'après, la particularité de Citowi est de pouvoir récupérer l'ensemble des données qui sont à la disposition d'un bâtiment existant pour les analyser, les intégrer et leur donner du sens au service d'une meilleure analyse. Et concernant le sujet de la rénovation thermique, d'être en capacité d'aller plus en finesse et plus en détail des premières informations qu'on a pu avoir, en connaissant de façon précise les dates, en connaissant de façon précise les matériaux, pour pouvoir anticiper sur un plan de mise en conformité.
voilà, je vous avais quelques éléments ici. Je crois qu'il y a un autre slide juste derrière. Voilà, dire qu'il y a déjà un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites par Citowi, déjà des résultats extrêmement intéressants. Et voilà, mais retenons que Citowi permet d'être l'étape d'après dans l'analyse data des solutions qui ont été présentées juste avant pour aller du pré-diagnostic au diagnostic lui-même pour prioriser la rénovation. Merci Pauline pour cette intervention. Non, je suis désolé, je suis pas évidemment expert et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir les startups avec nous. Et nous allons tout de suite passer à l'intervention suivante et j'invite la personne d'Intent Technologies à venir reprendre la suite. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Merci pour cette invitation. Je m'appelle Jean-Philippe Régnier, je suis le directeur commercial d'Intent Technologies. Donc Intent, c'est une PME qui a été créée en 2011, qui compte une trentaine de collaborateurs aujourd'hui, principalement présents à Lille, Paris et Toulouse. On s'est créé, nous, spécifiquement sur le secteur du logement social il y a une dizaine d'années, comme je le disais. Mais depuis, on s'est diversifié sur le secteur de l'immobilier tertiaire, commercial et également des collectivités pour accompagner ce développement. D'ailleurs, on a fait rentrer 2 actionnaires minoritaires à notre capital qui sont Nexity et la Banque des Territoires. Donc, cet écosystème, finalement, la boucle est bouclée. Et notre métier qu'on a créé, l'opérateur de plateforme de données pour le secteur de l'immobilier, eh bien aujourd'hui, on l'a déployé sur à peu près 1 million de logements, principalement dans le bail social, justement, 2 millions de mètres carrés et puis une centaine de collectivités. Et je vais vous présenter un peu plus en détail à quoi ça sert, notamment spécifiquement sur le sujet de la rénovation énergétique. Intent, comme je le disais, est une plateforme qui accompagne les propriétaires et les gestionnaires immobiliers dans le fait de développer la valeur d'usage de leur patrimoine, de leurs actifs. Et donc finalement, en rapprochant des données qui sont plutôt des données fixes et des données statiques du bâtiment, des données réelles d'usage des bâtiments, qu'il s'agisse de l'exploitation, de la maintenance, des contrôles réglementaires, de la performance énergétique, des services qui sont déployés. Et donc, ça vise à adresser 4 grands enjeux du métier de gestionnaire et propriétaire immobilier. Dans un premier temps, déjà, l'optimisation des charges, qu'elles soient charges d'exploitation ou énergétiques, et le pilotage des investissements. Comment est-ce que je vais maximiser l'effet de mes investissements en travaux sur mes bâtiments. Travailler sur toute la satisfaction des occupants et l'expérience client, le parcours de l'occupant de son entrée à sa sortie du logement. La capacité à déployer des nouveaux services et notamment des services autour de la maîtrise de l'énergie, en travaillant en écosystème avec les fournisseurs d'énergie, avec les exploitants, avec les services à la personne. Et puis, de manière générale, d'améliorer la connaissance de son patrimoine en consolidant toutes les données justement qu'on va être amené à produire pendant tout le cycle de vie du bâtiment. On l'a vu depuis le début de ces interventions, en fait, on a de plus en plus de solutions verticales qui vont arriver sur des problèmes très spécifiques à régler et qui vont produire des données. Et nous, on va apporter avec Intent la capacité à structurer, organiser et faire vivre ces données selon leur cycle de vie pendant tout le cycle de vie d'un bâtiment, justement, de sa livraison à sa déconstruction. Pour faire ça, on opère une plateforme qui est une plateforme d'interopérabilité de toutes les données, de tous les services qui vivent autour d'un bâtiment pendant tout son cycle de vie. Donc Intent est une plateforme qui va permettre de collecter, organiser, structurer et valoriser toutes les données du bâtiment et qui est connectée à l'écosystème des acteurs qui interviennent sur le bâtiment. Donc sur les sujets en effet de l'énergie, on va être en mesure, que ce soit à travers les fournisseurs d'énergie, les réseaux comme Enedis, GRDF, les réseaux de chaleur, à travers les IoT, le smart building, à travers tous les acteurs qui interviennent sur la maintenance énergétique, les exploitants de chauffage, etc. Finalement, à consolider de la donnée autour du patrimoine de nos clients, les bâtiments, les chaufferies, les équipements de ventilation, de CVC de manière générale. Et puis, utiliser ces données justement pour mesurer la performance du bâtiment, pour fluidifier les processus entre les différents acteurs, et puis pour communiquer vers l'occupant et faire en sorte que son usage des lieux se fasse le mieux possible. Je vais vous montrer rapidement deux cas d'usage justement sur lesquels nos
nos clients travaillent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces données, on va les mettre à disposition sur des applications web et mobiles qui ont vraiment des expériences utilisateurs les plus intuitives possibles, puisque finalement, aujourd'hui, c'était un des grands freins à l'utilisation des données au quotidien dans la gestion de son patrimoine. Et donc, par exemple, là, on peut voir à l'écran la gestion de données patrimoniales pour ces immeubles, sur lesquels je vais pouvoir très facilement identifier tous les équipements que j'ai dans un bâtiment, toutes les parties privatives, les parties communes, dénombrer tous ces éléments-là et avoir tout l'historique des données et des interventions qui a pu avoir lieu dessus. Donc, ça va permettre justement à faire des reporting finalement sur mes sujets de, je sais pas, de chaudière individuelle, de chaufferie, de ventilation, repérer celles qui ont eu le plus d'interventions, le plus de pannes, etc. Visualiser par immeuble les consommations d'énergie, récupérer les historiques des travaux. Donc, je vais vraiment consolider toutes les données que je peux avoir à ma disposition sur un immeuble, en plus en y collectant toutes les données de mes partenaires fournisseurs de services pour faciliter leur utilisation par le plus grand nombre chez moi en tant que bailleur ou en tant que foncière. Et puis deuxième cas d'usage juste ensuite, justement les sujets de pilotage de la performance énergétique. Donc dans l'écosystème des acteurs qui sont raccordés à Inten, je le disais tout à l'heure, on a Enedis, GRDF, CPCU, des acteurs sur le réseau de froid, l'eau, etc. Et donc je vais pouvoir automatiser la collecte de toutes les données de consommation, quel que soit l'acteur qui les produit, pour les consolider autour de mon bâtiment et pouvoir à partir de là faire mes ratios surfaciques, comparer des bâtiments entre eux, me fixer des alertes en cas de sur ou de sous-consommation. Donc je vais vraiment finalement pouvoir rentrer dans une logique très proactive vis-à-vis de mes consommations d'énergie et là aussi mesurer un avant-après sur un bâtiment, s'assurer que finalement au-delà des impacts bâtis ou équipements que je peux avoir, eh bien, les impacts d'usage sont bien valorisés aussi dans ma stratégie de performance énergétique et finalement travailler sur les charges énergétiques de l'immeuble dans leur ensemble. Et pour compléter ça en 2 minutes, hier, on a été attribué lauréat du concours Energy Sprong sur justement les systèmes d'accompagnement des locataires à l'optimisation des consommations d'énergie dans les logements collectifs en partenariat avec Sogetrel et Social Hall, qui justement, ce concours a reconnu la capacité qu'on pouvait avoir à valoriser, à maximiser les effets de réno énergétique sur des immeubles par un accompagnement plus fort du locataire dans l'usage de son logement en connectant justement du smart building mais aussi les acteurs qui interviennent dans l'immeuble. Merci beaucoup pour cette terminé, intervention. Donc, si je comprends bien, mais il y aura des possibilités donc encore une fois de poser des questions après. Intégration de l'ensemble de la connaissance et des données potentiellement de l'ensemble des partenaires dans une seule plateforme. Merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup du pré-diagnostic, du diagnostic, du suivi du projet et de la vision a posteriori des projets. Qu'en est-il de la mise en œuvre ? Accélérer dans la mise en œuvre, ce n'est pas forcément facile parce que tous les projets de rénovation peuvent être longs et compliqués. Et nous avons demandé aux équipes de Lancet Energy Storage qui ont justement des solutions pour faire beaucoup plus vite et pourtant pas moins efficace. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait de la rénovation qui s'était faite de façon un peu trop rapide et donc pas suffisamment qualitative. Je crois que Lancet a réussi à résoudre l'équation qualité fois rapidité, mais je vous laisse peut-être intervenir. La parole à Lancet Energy Storage. Bonjour, je suis donc Olivier Guérard de chez Lancet Energy Storage, je suis leur responsable R&D. Je remplace au pied levé Olivier Gourdel qui est notre directeur commercial mais qui est au salon Bipositive aujourd'hui sur Lyon. Lancet du coup, en fait nous sommes une jeune pousse grenobloise de 35 personnes aujourd'hui, nous avons 5 ans et depuis 5 ans nous avons designé, développé et aujourd'hui on gère la fabrication d'un radiateur électrique avec une batterie embarquée. Vous pouvez passer sur la slide d'après. Et avoir une batterie intégrée, en fait, ça change tout sur votre facture. Alors, je vais revenir tout de suite sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un produit qui est fabriqué, assemblé avec un équipementier anciennement automobile proche de Grenoble, qui est Bosch, en fait, sur le site de Marigné, en Haute-Savoie. Donc, on est très, très fiers d'avoir quelque chose qui se fait sur un circuit court. Revenons donc maintenant à notre solution. En fait, pourquoi on s'est attaqué au chauffage électrique? En fait, en Europe,
Et compte tenu du parc immobilier, hein, je ne vais pas refaire ce qui a été dit précédemment, mais on s'aperçoit que 79% de l'électricité consommée chez nous, dans notre logement, c'est utilisé pour le chauffage. Donc, c'est vraiment un point très, très important sur lequel il faut se pencher. Et donc, du coup, Lancé a voulu s'attaquer à la pauvreté énergétique directement en proposant un produit nouveau, innovant et surtout performant. Donc, en fait, notre radiateur aujourd'hui, il répond à 19 standards applicables en termes de normes et d'efficacité énergétique. Et donc, c'est un produit aujourd'hui pour la norme française, c'est la NF Performance 3 étoiles œil. Donc, on est sur le top du top, on va dire, des radiateurs électriques en termes de performance énergétique. Dedans, on a intégré, comme je le disais depuis le départ, une batterie qui va nous permettre de valoriser l'énergie la moins chère, la stocker au moment où c'est le moins cher et la redistribuer, que ce soit dans votre logement ou directement sur le radiateur, au moment où c'est plus cher. C'est aussi la possibilité d'intégrer justement des renouvelables, de l'électricité produite localement, par exemple du panneau photovoltaïque ou de l'éolien ou toute autre source d'énergie renouvelable. Notre radiateur, il est autopiloté avec un service au cloud que nous, en interne, on appelle Energy Management System, qui est basé sur du Model Predictive Control. Donc là, c'est très, très intelligent. C'est beaucoup d'algorithmes qui tournent et qui vont prendre en considération le besoin du client final et chercher le meilleur compromis énergétique possible. Le meilleur compromis énergétique possible, ça passe par quoi? Ça passe par la définition et la récupération d'informations sur la météo, l'impact que ça peut avoir sur votre logement, le prix effectivement de l'énergie que vous pouvez consommer à un moment donné et surtout en anticipation, voir l'état du réseau électrique français, parce que ça, c'est un service que l'on peut développer en parallèle avec le déploiement de notre solution. C'est du grid service, du service au réseau. Ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas... Voilà. Mais surtout, en fait, on va prendre en considération la production locale d'énergie et surtout la consommation pour faire en sorte que tout ce qui est produit localement par du renouvelable n'aboutissent pas sur une gestion inappropriée et partent sur le réseau. Donc ça, c'est l'aspect autopilotage de l'Energy Management System. Bien sûr, notre produit, en fait, il est assez compliqué puisque c'est un radiateur électrique avec une batterie et un onduleur intégré, donc il est forcément très protégé par de la propriété intellectuelle. Et juste pour ça, voilà, en parallèle, on a été aussi primé, que ce soit le Innovation Awards au CES 2018. On a eu un financement de la Commission européenne sur le SME Instrument qui est vraiment très compétitif et qui vient de se clore à l'instant. On a eu un prix avec EDF Pulse, c'est assez rigolo, d'autant qu'on a Engie au capital de chez Lancet. Et puis surtout, on a le Solar Impulse Efficient Solution qu'on est très fier d'aborder. De manière globale, je vais revenir, voilà, parfait, quelques proches réalisations. Donc nous, en fait, on a nos premiers clients ont toujours été les bailleurs sociaux avec qui nous travaillons dans l'agglomération grenobloise, que ce soit la SDH ou d'autres. On aborde deux aspects sur l'énergie, l'autoconsommation individuelle. Donc là, en fait, sur le site de Montbéliard avec Neolia, du groupe Action Logement, on s'aperçoit qu'on travaille effectivement avec EDF et Enedis et l'Université de Lorraine dans le cadre d'un projet collaboratif. On a rénové une quinzaine de maisons, on a installé 90 radiateurs, je crois, et en fait, on pilote tout ça. Donc aujourd'hui, on est capable de dire, bah voilà, en fait, grâce à ce pilotage intelligent, anticipatif qui prend beaucoup d'informations extérieures et dont l'inertie de votre logement, on arrive à réaliser 35% d'économie sur votre facture de chauffage, ce qui est assez colossal. Et on est bien content que Engie nous demande le field test aujourd'hui pour valoriser effectivement cette solution. Et en parallèle, l'autoconsommation collective à Grenoble, donc il y a un bâtiment ABC fabriqué par Bouygues où on partage l'électricité entre logements et entre buildings. Il reste une minute, Olivier. Il reste une minute. Ouais. Et ben, je vais finir. Alors, voilà, ça, c'est plutôt des slides pour la deuxième partie de la matinée. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut travailler avec les bailleurs sociaux. On a une approche bottom-up de notre marché, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit accessible à tous. Notre produit, malheureusement, il a des prix incompressibles, donc il reste un peu cher.
qu'est-ce qu'on doit faire pour donner accès à des outils énergétiques efficaces. C'est vraiment ce dont on est en train de travailler avec les bailleurs sociaux, dont on travaille avec la Banque de la transition énergétique et d'autres partenaires qui anciennement investissaient dans des fermes photovoltaïques, des choses comme ça, pour justement éviter le capex qui est impossible sur les gens qui sont en précarité énergétique et qui n'ont pas la capacité d'investissement. On en rediscutera tout à l'heure. Voilà, on se tourne vers l'Energy as a Service qui, pour nous, est un déploiement de services associés et où tout le monde y trouve sa place. Parce qu'on a compris que, oui, le radiateur, en tant que tel, permet de faire 35% d'économie d'énergie, mais avec sa batterie, il peut faire beaucoup plus et il peut gérer... Il peut générer d'autres flux de revenus qui vont venir apporter une valeur au consommateur final de façon très indirecte, mais sur lequel nous, on peut s'engager, ne serait-ce que sur les certificats d'économie d'énergie, et donc du coup favoriser et diminuer le risque de l'investisseur qu'on veut aller chercher pour l'intégration et l'installation, on va dire, d'une solution énergétique renouvelable et la prise en charge de la batterie, du stockage. Formidable. Alors, tout à l'heure, on parlera très rapidement du sujet de l'intégration de l'utilisateur, du locataire dans ces projets, mais avec KiClick, mais KiClick ne pouvait être là qu'à 10h15, donc on a un petit quart d'heure avant leur arrivée, et ça tombe bien, puisqu'on souhaitait faire appel à chacun d'entre vous pour interagir, pour poser vos questions, parce que j'imagine que vous en avez un certain nombre. Moi, j'en ai plein la tête, mais c'est pas forcément à nous de poser les questions, et donc on ouvre une session de questions-réponses. Les uns et les autres, n'hésitez pas à réagir. Alors je pense qu'il y a dû y avoir, on n'a peut-être pas trop pensé à le dire, mais la possibilité de poser les questions dans le chat à côté, ou peut-être en live, je ne sais pas. On va prendre les deux en attendant de vous chauffer pour les premières questions. La première est toujours la plus dure. Une petite facilitation graphique de Kim, qui fait partie de l'équipe de facilitation que vous aurez l'occasion donc de croiser tout à l'heure dans les groupes, qui a essayé de nous synthétiser de manière un peu visuelle les échanges de ce matin. Merci beaucoup Kim. Et j'espère que ça vous inspirera pour la première question. Alors, est-ce que les questions, on peut les poser en live? Oui, je pense, parce que tout le monde a accès à son micro. Est-ce que quelqu'un a une première question pour l'ensemble de nos intervenants? C'est toujours difficile de commencer. Peut-être, moi, je commence dans ce cas-là avec une première question pour Neymer. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup d'expérience déjà dans le domaine du logement social. De façon hyper concrète, je suis dans une ville. Je sais qu'il faut que je démarre un nouveau projet de rénovation. Grâce aux données et aux étiquettes, j'ai compris tout à l'heure que vous aviez des étiquettes sur l'ensemble des bâtiments. Je peux très rapidement avoir une idée de la priorisation de mon action. Comment ça se passe ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on rejoint ce que disait l'intervenant Stéphane de Technivu tout à l'heure. Nous, on remplacera jamais un audit, mais on se place vraiment en amont de cette chaîne de valeur au moment de, voilà, je dois scanner un parc et je dois prioriser et avoir une vue globale de ce parc pour savoir en gros par où je vais commencer. Donc, à la fois, ça peut être effectivement en regardant, et c'est souvent ce qu'on nous demande, cette étiquette énergétique, mais ça peut être aussi des informations assez opérationnelles sur les matériaux, notamment de toiture, de façade. Ça peut être des informations de contexte aussi. J'en ai peu parlé, mais on a aussi des informations sur le contexte dans lequel le bâtiment s'inscrit autour, qui peuvent être assez structurantes aussi. Et encore une fois, des informations aussi sur il y a à la fois là où il faut intervenir parce que le bâtiment, en gros, a des faiblesses par rapport à sa consommation d'énergie, mais il y a aussi le potentiel que ce bâtiment peut représenter en termes à la fois de potentiel solaire, en termes de végétalisation ou de service aux habitants parce qu'il est positionné dans un endroit où il y a beaucoup de choses intéressantes autour. Donc, il faudrait peut-être privilégier aussi cette intervention-là. Il y a une question, Anne-Lise, est-ce que vous pouvez couvrir les territoires ultramarins ? Aujourd'hui, non, on ne les couvre pas.
On le fera certainement un jour et globalement, Nemer a le projet aussi d'ouvrir à d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, on est vraiment France métropolitaine dans ce qu'on est capable de livrer là en décembre 2021. Je vois une petite main. Je vois une main, c'est Florent, je crois avoir vu ton nom passer. N'hésitez pas à prendre la parole. Vous m'entendez, oui? On t'entend pas très bien, si tu peux parler un peu plus proche du micro. Ah, pourtant je suis assez proche. Ok, en fait ma question concernait le fait que donc, vous aviez dit que vous pouvez avoir des données sur à peu près l'ensemble du territoire. La question que je me pose, c'est comment vous faites pour identifier que un logement, qu'un immeuble appartient à une entité, un bailleur social, etc. Parce que j'imagine que là-dessus, les données ne sont pas forcément évidentes à croiser avec des données de patrimoine des bailleurs sociaux, par exemple. Est-ce que ça, c'est une difficulté ou est-ce que c'est pas quelque chose de difficile pour vous? Alors, on a des informations sur l'usage du bâtiment, sur les propriétaires. On a les informations qui sont disponibles en open data. Sur ce sujet-là, généralement, nos clients en fait viennent avec leurs adresses et leur parc de bâti, mais on peut quand même avoir des informations de contexte sur les propriétaires quand ce sont des personnes morales. Puisqu'en fait, nous, nos informations, on n'a pas de données par rapport à notre modèle. Ce qu'on a comme données, c'est vraiment ce qui peut être ouvert déjà, et après, est-ce qu'on peut faire du machine learning dessus? Donc, sur la question des propriétaires, on ne peut pas prédire qu'un immeuble, en effet, appartient à tel ou tel propriétaire. Ça, c'est... Ok, je vois une autre question, une autre petite main levée. Olivier, je crois. Oui, j'avais une question pour la personne de Intent. À un moment donné, vous avez parlé d'accompagnement de l'usage. En fait, nous, on s'aperçoit chez Lancé que c'est vraiment un sujet. Des gens qui sont en précarité énergétique, qui d'un seul coup se retrouvent avec, on va dire, un outil performant énergétique. On doit les accompagner pour éviter ce qu'on appelle l'effet rebond, hein, c'est-à-dire qu'auparavant, ils chauffaient peut-être à minimum leur appartement à 18 degrés. On leur vend tellement une solution magique que on a vu ça hein, avec des bailleurs sociaux, que d'un seul coup ils chauffent à 21 degrés et comprennent plus ce qui se passe sur leurs factures parce qu'on les a pas assez accompagnés. Et du coup, en fait, vous, avec toutes vos datas, quelle est votre démarche d'accompagnement justement sur l'usage? Parce que là, je pense qu'on a un sujet à couvrir en commun. Alors, je pense qu'il faut penser à ouvrir son micro avant de répondre. On ne voit pas tous les noms là sur notre écran. C'est bon. Ouais, en effet, mon micro était coupé. Oui, alors nous, chez Intent, on reste un acteur B2B. Nos clients sont les bailleurs. On n'a pas de lien direct avec le locataire. Par contre, en fait, depuis le début de où on s'est lancé, notre premier client qui était un bailleur social, qui était Patki à l'habitat, son positionnement, c'était de dire de toute façon, dans l'expérience d'usage du lieu par le locataire, l'énergie ne peut pas être le seul angle. Je ne capterai pas suffisamment d'audience auprès de mon locataire pour uniquement lui parler d'énergie et de confort d'usage, etc. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on a apporté une approche horizontale et qu'on a aidé nos clients à devenir opérateurs de services sur l'énergie, mais en fait de manière générale sur toutes les thématiques liées à l'usage du bâtiment, sur le fonctionnement des équipements collectifs, sur le maintien à domicile, le service à la personne, etc. Puisque pour que le bailleur puisse renforcer son lien avec le locataire et justement l'accompagner sur ces thématiques-là, il faut en fait qu'il puisse apporter des informations et des services sur tout l'usage qui est fait du logement et du bâtiment. Donc je dirais que la réponse, elle est encore quand même principalement du côté du bailleur et de la stratégie qu'il veut avoir auprès du locataire et des services qu'il veut mobiliser. Mais en tout cas, il faut voir ça dans une approche globale et pas uniquement dans une approche de la verticale énergie, puisque de toute façon, sinon, je dirais que c'est beaucoup d'énergie pour très peu d'effets, et c'est principalement ça. Alors même si c'est pas une réponse
concrète à la question que vous avez posée. Je dirais que c'est le diagnostic que nous, on en a fait après 10 ans d'expérience sur le marché. Bon, on aura l'occasion de toute façon, dans nos échanges de tout à l'heure, justement de passer d'une connaissance théorique à une approche beaucoup plus pratique et pragmatique. Donc c'est formidable. Une autre petite main levée. Olivier Sidler, si je ne me trompe pas. Est-ce que votre micro est bien démuté? Est-ce que vous voulez toujours poser une question? Alors, on ne vous entend pas. S'il y a d'autres questions, en attendant. Bah, je vais répondre à une des questions qui est posée dans le chat que je viens d'ouvrir. La durée de vie, alors nous, dans un radiateur, on a aujourd'hui une batterie de 800 watts et qui tient de façon appropriée sur l'efficacité qu'on cherche à avoir en stockage domestique, qui est censée tenir entre 8 et 10 ans. On n'est pas tout à fait clair sur le 9 et 10 ans. C'est en cours, mais le stockage domestique, c'est une utilisation très douce de la batterie. Donc là-dessus, on est assez confiant par rapport au design de cette batterie que nous avons développée et certifiée. L'impact écologique, alors, oui, on peut remettre ça en cause. C'est une source de travaux de R&D pur sur lequel on travaille chez Lancé parce qu'on a un partenariat depuis 3 ans maintenant avec le groupe La Poste et la flotte de Véligo parce que en fait, dans notre radiateur, on pourrait mettre une batterie de VAE en seconde vie. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation n'existe pas sur la seconde vie, notamment sur les batteries portatives, puisque la batterie d'un vélo électrique est considérée comme portative. Mais en fait, on a commencé à regarder quel pourrait être le business model alternatif lié à justement la passation d'une batterie d'une première vie à une seconde vie, et à quel moment ça devient intéressant pour les deux acteurs d'utiliser cette même batterie. Donc on ferait du repurposing, comme on dit. Là-dedans, ça c'est effectivement un objectif très important pour Lancer, de baisser l'impact environnemental de l'utilisation d'une batterie lithium. Pardon, Raphaël et moi, nous ne voyons pas le chat, donc s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à y répondre les uns et les autres directement ou à intervenir. D'autres questions tout de suite? Du coup, est-ce que l'autre Olivier Sidler a réussi à démuter son micro et souhaite toujours poser une question? Alors moi, j'avais une question pour Stéphane chez Technivu. Est-ce que vos résultats, il serait possible de les reverser dans un outil technologique qui permet d'avoir une vision globale sur un bâtiment? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà fait? Alors, on n'a pas été jusqu'à présent amené à interfacer des résultats produits par nos analyses avec un système d'information d'un bailleur social ou d'un gérant de parc technique ou d'énergéticien. Voilà. En revanche, en ce qui concerne la thermographie et les actions de sensibilisation à la performance énergétique, on a une longue habitude de travail depuis 2014 avec GRDF, avec lequel nous avons mené des opérations conjointes avec les collectivités locales et les agences locales de maîtrise de l'énergie. Ok, parce que je ne me rends pas compte, l'analyse d'une photo telle que vous l'avez faite tout à l'heure, ça demande forcément beaucoup d'analyse humaine ou ça peut être automatisé Alors, ça demande de l'analyse humaine. On est face à des bâtis qui sont tous différents les uns les autres, d'une part. D'autre part, l'image thermographique est pleine de pièges. Donc, on est sur l'analyse humaine, ce qui fait qu'au regard de la démarche d'ensemble, si on part du principe que prioriser, c'est passer un ensemble de bâtiments dans un entonnoir pour sortir par la sortie très fine, on peut se positionner grosso modo au milieu de la démarche. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, il n'est pas question de scanner l'ensemble du parc en thermographie. Il faut déjà avoir eu une présélection, un premier filtrage qui nous permet ensuite d'aller qualifier cette sélection pour affiner le tamis. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? C'est Olivier Sidler. Ah bah oui, on vous entend. Très bien. Ah bon, voilà, j'avais un problème de micro, il est réglé. Oui, je suis un peu surpris de
de la quantité de travaux consistant à prioriser les actions dans le logement social, parce qu'en fait, on a une loi, la loi climat et résilience, qui a fixé quand même des objectifs très clairs, puisque les bâtiments, tous les logements de classe G doivent avoir fait l'objet de travaux avant 2025, je crois, et ceux de classe F avant 2028. Donc la ligne droite, elle est déjà tracée. Il y en a plusieurs millions même dans le logement social. Donc pour moi, le problème n'est pas de prioriser, il est de passer à l'action. Et ce matin, je n'ai pas vu trop de choses qui permettent de passer rapidement à l'action et de façon très pragmatique. Je suis le créateur du bureau d'études Enertech. On est spécialisé depuis 25 ans dans la mesure de détail à l'intérieur des bâtiments. Je suis très dubitatif également sur les big data parce que la qualité des données est assez aléatoire et même souvent de très mauvais niveau. Je vous mets vraiment en garde contre ces analyses macro. Quand on rentre dans le détail et quand on regarde comment fonctionne effectivement un bâtiment, on a besoin de beaucoup de qualité pour savoir exactement ce qu'on mesure, quel est le point de mesure, qu'est-ce qu'on mesure exactement, avec quelle unité, etc. Et puis la dernière chose, je crois que ce qu'il nous faut, c'est des solutions pour les travaux. Le logement social exige que tout ça se fasse pas trop cher, et je vois quand même sortir des solutions qui sont extrêmement coûteuses. La dernière sur l'association de batteries et d'onduleurs à des convecteurs, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment la solution du logement social. Je pense que le logement social a beaucoup plus besoin qu'on travaille sur les enveloppes. Et comment est-ce qu'on fait des enveloppes pas chères? Voilà, c'est plutôt dans cette direction que je vois la suite pour le logement social plutôt que dans la sélection des bâtiments. Je crois que la plupart des bailleurs savent très bien où est-ce qu'ils doivent faire des travaux. Enfin, c'est 40 ans d'expérience dans ce domaine-là. Permettez-moi cette manière de parler. Merci. Mais alors, je crois que le fait que tout le monde sache qu'il faut faire des travaux, on le partage complètement. Ce que l'on a pu comprendre, c'est qu'entre le savoir et la mise en œuvre en urgence, peut-être qu'on a besoin d'accompagnement. Pour travailler depuis plus de 20 ans dans le domaine de la data, mon approche personnelle, c'est de ne pas opposer la data et l'analyse humaine, de ne pas opposer l'intelligence artificielle et nos cerveaux humains. L'un est au service de l'autre, donc je suis entièrement d'accord avec vous. On a besoin de nos expertises, mais franchement, la data peut y aider, et l'utilisateur peut y aider sans doute. Et pour aborder ce sujet-là, je propose à Baptiste de KiClick d'intervenir. Voilà. On aura un petit moment pour d'autres questions juste après. Mais je propose à Baptiste de nous préciser qui est KiClick et comment est-ce que, de son point de vue, le locataire pourrait ou pas être impliqué dans une analyse amont ou dans la mise en œuvre de la rénovation thermique de son logement social. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Très bien. Super. Alors nous, on est la société KiClick. Et l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de fluidifier la communication entre les différentes parties prenantes sur un projet immobilier, que ce soit les occupants au sens large, donc on va avoir le locataire, on va avoir le gestionnaire locatif, on peut avoir un propriétaire, bailleur, syndic. Ensuite, les personnes en fait qui vont gérer tout ce qui est service après-vente, gestion locative, où l'idée c'est de centraliser un peu toutes ces demandes et de réussir à fluidifier la communication avec du coup la troisième partie prenante qui sont les intervenants ou le maître d'œuvre, de façon à ce qu'en fait on ait une homogénéité au niveau des échanges et qu'on puisse mieux travailler et surtout en meilleurs termes. Donc en fait nous on a répondu à une problématique qui est de aujourd'hui j'ai un problème du coup dans mon logement. Comment je peux signaler la demande? J'envoie un mail, j'envoie un courrier, derrière, je n'ai pas forcément de réponse, je n'ai pas forcément de suivi de ma demande. En tant que gestionnaire, comment je peux réussir en fait à piloter, parce que c'est souvent des points de blocage au moment d'une livraison d'un bien ou pendant la gestion locative, comment réussir justement à piloter ces demandes d'intervention efficacement de manière organisée avec mes prestataires. Et puis pour le prestataire, généralement, c'est comment je peux réussir à gagner pareil, en efficacité dans la planification et surtout dans mon exécution des interventions, tout en ayant justement une aide, que ce soit administrative ou une aide par le digital sur ces problématiques. Donc voilà, nous on est parti de ces problématiques-là et c'est de ça qu'on a développé en fait le logiciel KiClick. Alors qui en fait, on est aujourd'hui une solution 100% digitale. On va gérer, comme je vous disais, le suivi des demandes d'intervention. Donc on travaille beaucoup avec des promoteurs
également des bailleurs sur tout ce qui est construction, copromotion. On va intervenir de la visite cloison jusqu'à la garantie nationale en passant justement par un PV de livraison numérique avec un suivi sur la lettre à 30 jours sur la GPA. Ensuite, on va être capable de faire de la gestion de travaux sur de la réhabilitation, sur des chantiers en milieu occupé, où idem, on va donner en fait le pouvoir à l'occupant de remonter des problèmes et puis toutes les parties prenantes de pouvoir le suivre et d'être plus efficace dans la gestion. Et enfin, on intervient sur de la gestion locative pure et dure, où là, voilà, on a un suivi, on a un service qu'on offre à l'occupant qui va être justement de la remontée d'informations et du suivi régulier. Donc l'objectif, en fait, nous, par rapport à ce qui existait sur le marché, c'est qu'on a 4 enjeux majeurs. Déjà, en fait, on n'est pas forcément un logiciel uniquement de suivi de travaux, on est vraiment dans la satisfaction client, dans le service à l'occupant, où on a une expérience utilisateur positive. Donc on a un outil qui est assez simple, graphiquement, ergonomiquement, de façon à ce qu'il y ait une appropriation rapide et que ce ne soit pas un frein à son utilisation, où là justement on arrive, comme je vous expliquais, à capter en fait que ce soit un occupant ou que ce soit un intervenant, des personnes qui n'ont pas forcément d'affinité avec l'outil. Ensuite, on va être capable de proposer en fait une interface qui va centraliser et tracer en fait toutes les interventions pour éviter la ressaisie, pour éviter les pertes d'informations. Ou pareil, de façon globale, on a une vision de tout ce qui se passe sur notre projet immobilier et à chaque action, vous pouvez voir qui a fait quoi, les échanges qu'il y a eu tracés avec l'occupant, avec le gestionnaire, avec l'intervenant et qu'on retrouve justement de façon simple toutes ces données-là. Et puis éviter les litiges aussi, et puis voilà, sur les choses. L'automatisation des tâches chronophages, donc je dirais qu'aujourd'hui c'est vraiment notre différenciation. On est capable en fait de pouvoir paramétrer des actions qui prennent du temps, à savoir du coup la création d'intervention pour un intervenant, sa relance, courrier de mise en demeure, des choses comme ça. En fait, on va créer du coup des automatismes de façon à ce que la personne qui gère les demandes soit plus en supervision et voit en fait tout ce qui se passe et que la machine fasse de façon automatique les choses. Puis après, vous avez justement, grâce à un outil comme ça, toutes les statistiques sur la donnée opérationnelle par phase, comme je vous disais, par phase de livraison GPA, où vous allez pouvoir du coup proposer des axes d'amélioration par intervenant. On va savoir quel intervenant travaille mieux qu'un autre. Et du coup, ça vous permet de vous-même vous organiser plus dans votre gestion d'entreprise. Il reste 1 minute, voilà. Baptiste. Donc, rapidement pour les gestionnaires, c'est vraiment un outil en fait qui va simplifier l'utilisation classique du fichier Excel, où comme je disais, on a ce tableau de bord qui va entre guillemets vous accompagner dans la réalisation et dans la gestion avec l'automatisation et les statistiques. Pour les intervenants, du coup, on apporte vraiment une aide administrative. On va l'aider sur, donc il a un outil aussi très simple. Il va pouvoir planifier sur son outil, il va pouvoir suivre, il va faire signer un quitus directement au moment de l'intervention, qui va permettre au gestionnaire d'avoir l'intervention pluguée sur sa demande et du coup d'éviter aussi à courir derrière les quitus d'intervention. Et pour les occupants, c'est du service. En fait, c'est pareil, une application qui est simple où ils vont permettre de pouvoir signaler tout type de demande d'intervention, surtout de suivre en temps réel la demande, parce qu'on a un gros problème justement de communication dans ce sens et de source de frustration, et d'avoir la possibilité aussi d'évaluer l'intervention avec des statistiques sur des avis de satisfaction par exemple. Voilà pour la solution Kiklik. Pardon, merci beaucoup Baptiste. Donc il y a eu 50 interventions avant la tienne, une petite première séance de questions-réponses, et puis on ouvre quelques nouvelles questions. Là, nous avons 5 minutes devant nous, 8 minutes même, 5 minutes devant nous pour des questions complémentaires. Je voyais une petite main jaune tout à l'heure. Je crois que c'était la personne qui voulait répondre ou apporter des éléments de réponse à la remarque d'Olivier, donc n'hésitez pas si vous voulez. Et je vois Jean-Philippe aussi d'Intent qui a levé la main, donc... C'était juste une erreur. je préfère laisser prendre des questions plutôt qu'intervenir. Anise. Oui, tout à fait. En fait, c'était un retour par rapport à la qualité des données produites avec du big data. C'est vrai que je me sentais un peu concernée. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est plusieurs choses. La première, c'est que j'en ai pas parlé parce que le temps était court, mais quand on livre une donnée, on la livre avec un indice de confiance, c'est toujours un binôme.
parce qu'évidemment, on doit adresser, on a toujours beaucoup de questions sur, oui, mais vous prédisez ces données, donc quelle est la qualité associée à ces données? Donc nous, c'est un processus à part dans notre processus de production de tracer en fait la façon dont on a produit la donnée et la confiance qu'on va mettre à chaque étape, c'est-à-dire liée à la confiance de la source et généralement d'ailleurs des sources de données qu'on va mobiliser et aussi à la capacité qu'ont eu, à la difficulté éventuelle qu'ont eu les algorithmes à prédire. Donc on est vraiment très transparent là-dessus et dans notre base de données, du coup, on a effectivement différents indices de confiance et on peut expliquer pourquoi et l'usage qui va être associé à la donnée, les limites d'usage en fait, les limites d'utilisation de cette donnée. Je crois que ça n'enlève rien quand même à l'intérêt, encore une fois, en termes de pré-audit, qu'on peut faire des choses avec. Je voulais dire là-dessus qu'on a aujourd'hui des contrats, notamment avec des assurances qui vont utiliser nos données pour l'assurance habitation. Donc, ça veut dire au logement pouvoir utiliser ces données dans les modèles pour prédire de l'assurance habitation. Donc, je pense que c'est quand même un gage de qualité vis-à-vis de ces données et de ce qu'on peut en faire assez concrètement et assez opérationnellement. Merci Anne-Lise. Peut-être s'il y a une dernière question avant de passer, en fait des questions, on va pouvoir s'en poser beaucoup et en partager beaucoup entre nous, mais si l'un d'entre vous a une dernière question ou remarque à faire, tous ensemble, est-ce que c'est le cas? Eh bien... Si ce n'est pas le cas, Pierre-Baptiste va vous donner les règles du jeu pour la suite de la matinée, qui est, comme vous l'avez compris, la partie la plus importante, où on va avoir, pour le coup, de la place pour l'échange et pour la co-construction. Pierre-Baptiste. En effet, on va passer à un travail en sous-groupe. L'idée, en effet, juste pour le rappeler, c'est bien aujourd'hui d'accélérer cette rénovation énergétique pour l'habitat social. Donc, ce qu'on va vous proposer, vous allez être répartis en 4 sous-groupes, animés chacun par un facilitateur ou une facilitatrice. Et l'idée, là, c'est d'ouvrir une séquence jusqu'à 12h30. On se retrouvera tous ensemble en plénière pour partager des pistes de solutions que vous allez faire émerger et prioriser. Et donc, on a construit ces groupes. Au moment là où je vous partage ces éléments, dans le chat, vous allez pouvoir retrouver à la fois la composition de ces équipes. On a essayé de répartir de manière un peu homogène voilà, les différents profils qui sont rassemblés ce matin avec nous. Et le lien du Teams de chaque sous-groupe. Vous allez être du coup pris en charge d'ici quelques minutes par des facilitateurs. Voilà. On va tous changer de pièce, Oui, soit physiquement pour nous ici, mais soit vous virtuellement. Donc en cliquant, ce que tu dis, sur le lien qui va s'afficher dans le chat pour chacun des groupes. Ça va être fait là d'ici quelques secondes. Donc vous avez vu que les groupes ont des noms oui, il y a un groupe tout à fait poétique. Le groupe A, Celsius, animé par toi, Guillaume. Groupe B, Joule, avec moi-même. Groupe C, CO2, avec Kim, qui du coup a une double casquette ce matin. Et groupe D, Kilowatt, avec Étienne, qui est déjà prêt, je crois, de son côté. Voilà. Donc si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On va essayer de vous faire répartir dans les groupes. Tout le monde a trouvé son groupe? Alors normalement, on devrait tous être de nouveau là. Est-ce qu'on a bien tous les groupes? Est-ce qu'il y a des membres du groupe Celsius, par exemple? Levez la main. Ah non, Celsius, c'est le groupe qui est resté ici. Non, c'est pas celui-là, pardon. Donc Celsius, est-ce que les participants Celsius se reconnaissent et sont bien là? Oui, oui. Oui, c'est bon. J'ai entendu un oui, donc il y en a au moins un. Super. Joule? On va pas faire l'appel, mais est-ce qu'il y a au moins une personne du groupe Joule? Juste pour m'assurer que... Joule? Alors... Est-ce que Sarah de l'ADEME est là? Non? Sarah de l'ADEME est là avec son micro ouvert. avec son micro ouvert. Non, donc il nous manque peut-être le groupe Joule. Si, il y a une main qui s'est levée, pardon, je l'avais pas vu. Ok. J'imagine que c'est Sarah, super. On voit pas tout d'ici. Oui. Voilà. Le groupe CO2, c'était le groupe qui était ici avec Kim, donc vous êtes là. Et le groupe Kilowattheure, est-ce que vous êtes bien là? Oui, c'est OK. Magnifique. On s'en est sorti de ces navigations entre entre Teams, fenêtres Teams.
Super. Bon, il vous reste, j'espère, un tout petit peu d'énergie pour le sprint final qui va nous permettre de découvrir collectivement les différentes propositions. On les prend un par un. On va essayer de partager l'écran. Voilà, donc vous allez voir afficher du coup les différents groupes. On va les prendre dans l'ordre de gauche à droite. Donc c'est le groupe Celsius, si je dis pas de bêtises, qui démarre. Est-ce qu'il y a des... Donc c'était le groupe dans lequel j'étais. Et donc je crois que c'est Michael qui s'est très gentiment proposé et qui a été élu par tout le groupe pour faire la restitution pour tout le monde. Donc Michael, je te laisse la parole peut-être. Si tu es là, et si tu as ton micro ouvert. En fait, on ne voit pas la liste des gens qui sont connectés. Donc, est-ce que Michael est là? Eh bien, dans ce cas-là, peut-être qu'on commence par le groupe d'après. Donc, Jules. Qu'est-ce qui présente dans le groupe Jules? Sarah. Sarah, est-ce que vous êtes prête à partager le travail de votre groupe? Oui, alors Marc a levé la main. Je ne sais pas si ce qui a été annoncé, parce que je vous ai rejoint un peu en retard. Je ne sais pas si c'est que chez nous, mais on vous entend de très loin. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Ah, super, ouais, beaucoup mieux. Ok. Donc, la solution qui a été retenue, c'est soutenir des regroupements de bailleurs pour pouvoir agir à la fois sur les prix des rénovations et sur les coûts. Donc, en pratique, ça pourrait s'organiser en appel à projet pour appeler les bailleurs intéressés à postuler pour se regrouper. Et ils bénéficieraient en contrepartie d'un soutien à la fois RH, juridique pour monter le groupement et pour lancer des appels d'offres pour les travaux. Une condition, c'est de s'aligner sur des parcs aux caractéristiques proches pour pouvoir répondre à l'enjeu d'industrialisation pour faire baisser les coûts. Donc, sur différents critères possibles, hein, sur la taille des bâtiments, la zone géographique, l'époque, les bâtiments classés ou non. Alors, plutôt pas classés, peut-être si on veut industrialiser. Et puis, pour soutenir les bailleurs, on pourrait leur proposer, outre des modalités de montage juridique, des cahiers des charges types pour lancer des appels d'offres communs et recruter des entreprises tous ensemble. Voilà, il me semble qu'on avait peut-être identifié d'autres choses qu'on pourrait proposer pour traiter aussi peut-être la question des données, la question de la réplication sur d'autres territoires. Ce serait des conditions pour bénéficier d'un dispositif, d'un soutien en fait, peut-être étatique via un groupement. C'est de jouer le rôle de diffusion des résultats de telles initiatives. Voilà, est-ce que c'est tout? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, merci beaucoup, Sarah. Est-ce que d'autres... Désolée, je ne suis pas forcément exhaustive, mais il me semblait qu'il y avait d'autres idées que je ne revois plus là. Si vos collègues veulent vous compléter, n'hésitez pas. Alors pour compléter, là c'est Marc. Hein. Je m'étais absenté quelques instants pour compléter les propos de Sarah. À titre d'exemple, dans le cadre de l'appel à projet Massy-Réno, il y a un groupement de bailleurs lauréats qui s'est monté. Donc c'est le groupement MASH qui regroupe plusieurs bailleurs de la région des Pays de la Loire,
et de la Bretagne. Donc, ils sont en train de terminer les dialogues compétitifs, tout ça. Donc, après, on pourra faire un retour d'expérience, mais déjà, dès à présent, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Un autre exemple, dans les Hauts-de-France, on a un des lauréats du groupement qui a été lauréat de l'appel à projet Massy-Reno, mais les autres composantes, bien que n'ayant pas été lauréates de l'appel à projet Massy-Reno, se sont quand même regroupées et l'ensemble dans les Hauts-de-France, je crois, de mémoire, traite jusqu'à 10 000 logements. 10 000 logements sociaux, donc c'est quelque chose qui marche du tonnerre. Pour le groupement MASH, dans le cadre de l'AAP Massy-Reno, de mémoire, c'était 1317 logements sociaux rénovés pour un montant de subvention octroyé par l'AAP Massy-Reno. En réalité, c'est une subvention européenne hein, de l'ordre de 20 millions d'euros, pour donner des exemples. Ok, merci beaucoup pour ce premier groupe. Si on était tous ensemble, j'aurais demandé aux autres d'applaudir, mais bon. Ça... Voilà. Merci Sarah. Peut-être qu'on peut passer du coup au groupe Celsius si c'est Michael, c'est ça? Attends. Je crois que Michael est là et donc Michael va pouvoir prendre la parole. C'est bon, est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Ouais, merci, désolé tout à l'heure, j'étais en salle d'attente manifestement quand vous avez essayé de me joindre. Alors, effectivement, nous sommes intéressés à la question de comment accélérer le nombre de projets tout en assurant en parallèle la garantie de la performance. Et on est arrivé à un certain nombre de solutions assez communes avec ce qui vient d'être présenté dans le groupe précédent. Il nous a semblé très important avant tout d'avoir un diagnostic initial précis pour pouvoir identifier dans chacun des bâtiments quels étaient les meilleurs leviers pour un budget donné pour atteindre les meilleures performances pour les projets. Et en fait, de se servir de l'ensemble de ces diagnostics pour fédérer des actions globales au niveau des appels d'offres et de voir si justement on ne pouvait pas basculer vers des modalités d'appel d'offres un peu comme ça vient d'être évoqué dans les Pays de la Loire et dans les Hauts-de-France. Sur finalement un regroupement d'acteurs qui viennent lancer un appel d'offres, un contrat cadre global pour bénéficier finalement d'effets de levier sur le nombre et aussi la capacité d'acteurs reconnus, ayant les compétences et aussi les compétences de gestion de projet suffisants pour adresser en parallèle tous les projets à la fois. Et donc, on s'est posé la question finalement de l'innovation dans le process vers des choses qui iraient plutôt vers les marchés globaux de performance ou les contrats de performance énergétique, dans lequel justement la composante de performance reste très importante, puisque l'objectif, in fine, c'est quand même de réduire les consommations énergétiques et plus globalement le carbone. Donc il ne s'agit pas que de faire des travaux, mais évidemment de faire des travaux qui atteignent les résultats attendus. Et donc cette logique finalement de contrat cadre commun, de regroupement des acteurs, permet à la fois d'accélérer et d'avoir ces garanties de performance. Si vous pouvez un tout petit peu zoomer sur la présentation, parce que malheureusement je ne vois pas tous les post-it, merci. Voilà, et donc finalement dans ce process, il y a cette partie initiale, cette partie contractuelle, et puis après le suivi in fine du tableau de bord ou du tableau de performance qui est commun à tous les acteurs, parce qu'on pense que justement il ne faut pas se limiter à des promesses, il faut que derrière il y ait des vraies garanties de performance qui soient suivies et vérifiées dans le long terme. Voilà. Merci beaucoup Michael. Thomas Le Sueur parlait en introduction de structurer une filière. Je trouve que ça s'inscrit tout à fait dans cet objectif, en plus de l'accélération et de la garantie de performance. Donc bravo à tout ce groupe. Encore une fois, applaudissements virtuels.
Donc, on a fait Celsius, on a fait Joule. CO2. Alors, pour parler de Sébastien, pour parler en tout cas des sujets qu'on a évoqués, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués précédemment qu'on a abordés, et nous on approfondit une dimension additionnelle. C'est quand on veut avoir une réflexion collective, il y a besoin effectivement de parler le même langage économique pour savoir effectivement pouvoir faire les mêmes arbitrages. Il nous semble important que de plus en plus, on ait une vision économique plus intégrée dans la relation maître d'ouvrage banquier, pensant que c'est aussi un levier qui pouvait activer plus facilement la Banque des Territoires, qui est cette notion de comment mieux qualifier le coût global à impact intégré. C'est-à-dire qu'à un moment, comment je me rends compte que de là où je suis pour aller en étiquette D, ça va m'amener là, en étiquette C, en étiquette B, en étiquette A, et surtout si j'intègre des sujets qui ne sont pas toujours considérés, parce que j'intègre effectivement quels seront si j'intègre les risques de vacances locatives. Qui ne sont pas les mêmes pour un bâtiment qui a la même typologie si je suis au cœur de la Mayenne ou dans notre métropole. Quels sont les risques d'impayés? Quels sont les risques en termes de valeur verte? Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a parfois des stratégies, on va vendre des morceaux de patrimoine pour financer d'autres opérations. Et ce qui me semble important, c'est si, en tout cas, demain, comme chacun parle un langage et des critères économiques différents, il y a des maîtres d'ouvrage pour engager des opérations, ils considèrent les C2E, d'autres ne les considèrent pas parce qu'on ne sait pas quel sera leur prix au moment où on engagera les travaux. Donc c'est vrai qu'il y a besoin, on pense, d'homogénéiser la façon dont on va qualifier d'un point de vue économique ce coût global à impact intégré, qui va bien au-delà du montant d'investissement et des économies d'énergie. Il y a bien de sujets autour de qualité de l'air qu'il faut intégrer. Et ça nous semble être absolument essentiel dans la conversation entre le banquier et le maître d'ouvrage, dans un premier temps, qu'il demande l'information. Et si en tout cas, comme on a une Banque des Territoires qui est le banquier de référence de une extrême grande majorité de bailleurs, s'il impose que quand on fait une demande de prêt, on renseigne tous ces éléments, ça va forcer en tout cas une prise en considération de ces questions et de se dire, ah ouais, tiens, mais en fait, tiens, est-ce que j'aurais pas intérêt à aller peut-être plus loin dans la performance parce que je me rends compte que le coût global intégré avec ces notions de risque pourrait m'emmener beaucoup plus loin, beaucoup plus fort dans ces sujets-là. Et ce qui peut amener aussi peut-être dans un temps 2, il y a une première phase, c'est avoir une standardisation de la façon dont on qualifie les coûts, les bénéfices et les risques à toutes les opérations. Ça pourra peut-être amener derrière à des développements de solutions de financement dédiées, bonifiées, en utilisant des fonds verts européens à taux bonifiés pour aller plus loin dans la performance. Et ça nous semble en tout cas très important que voilà, si le rôle clé que peut jouer le banquier vis-à-vis de ces maîtres d'ouvrage, c'est les appuyer dans une méthodologie un peu unique où tout le monde n'utilise pas 3 façons différentes de considérer le risque climatique, 15 hypothèses différentes d'évolution des coûts de l'énergie. Il y a un besoin en tout cas de normaliser mieux cette façon en tout cas de faire ces calculs en coût global à intégrer, dans l'espoir effectivement que ça puisse aider en tout cas à des choix plus éclairés. Merci beaucoup Sébastien. Et donc il nous reste peut-être mes comparses me compléter. Oui, Est-ce qu'il y a des compléments? Et donc du coup, dernier groupe, alors je ne sais plus si c'est kilowatt ou kilowattheure, est-ce qu'on est en énergie ou en puissance, mais Vincent et Clotilde. Vincent d'abord? Est-ce qu'il est là? Et Vincent, tu as ton micro qui est éteint. Est-ce que c'est OK? Oui. OK. Donc avec notre groupe, on a échangé sur pas mal de sujets. On a essayé d'en prioriser un seul qui est on va dire l'aide à la décision. Un outil, du coup, ce serait plutôt axé sous la forme d'un outil, d'une solution d'aide à la décision pour avoir une espèce de plan stratégique patrimonial un peu plus dynamique qui serait basé sur une multitude de sources de données qui sont plus ou moins faciles à collecter. Principalement des données issues de la direction de la DAF avec à l'échelle d'un parc des données qui seraient a priori accessibles assez facilement, qui seraient les coûts de gestion et d'exploitation des bâtiments pour pouvoir ensuite les prioriser. Des données issues de la direction du patrimoine pour avoir
des informations sur la gestion technique du parc, hein, les maintenances, les dépannages, etc. Et bien entendu les performances du parc. Et enfin, des données de gestion locative pour savoir dans quel type de résidence il y a le plus de réclamations, d'impayés, de rotation, etc. Qui permettrait d'être une aide à la décision d'accélérer la rénovation des logements. Donc c'est plutôt le pitch d'entrée, si je peux me permettre. Voilà, ça part du constat qu'effectivement, il faut pouvoir cibler les bâtiments dont les travaux vont permettre une meilleure efficacité énergétique, donc un retour sur un investissement à ROI positif. Mais au-delà de ça, on sait qu'à un moment donné, on va traiter des passoires énergétiques, en tout cas les bâtiments les plus à traiter, avec un bon retour sur investissement. Et puis, on va arriver aux étiquettes C et D, où en fait les travaux vont pas permettre tellement un très bon retour sur investissement. Donc financièrement, il y aura pas cet entraînement, cette incentive. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on peut du coup augmenter, inciter le cercle vertueux des gens qui font des travaux et qui réduisent la consommation de carbone, l'impact carbone. Et donc c'est peut-être donner du coup une gratification de la médaille au chocolat à un prêt bonifié, par exemple, pour les bailleurs qui sont responsables et pour aussi les locataires qui ont des travaux et qui auront du coup dans leur charge pas forcément de retour sur investissement. Donc voilà, c'est de pouvoir inciter, augmenter, accélérer cette démarche de rénovation des bâtiments. Merci Vincent, merci Clotilde. Comme il y a CDC Habitat donc par Clotilde dans le groupe, est-ce que c'est plutôt une solution, une idée qui s'adresse à des grands groupes de logements sociaux, des petits ou tout le monde? Je pense que les deux d'ailleurs, les deux c'est pour tout le monde. Mais c'est sûr que la première approche de dire qu'il y a un retour sur investissement, ça marchera un temps et puis après ça ne marchera plus. Il faut pouvoir voilà, un peu inciter, donner des gratifications aux acteurs responsables. Eh bien, merci. C'est étonnant à quel point les solutions sont très complémentaires, mais néanmoins convergent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël, mais finalement, on est parti de l'accélération et vous avez beaucoup parlé de radar et de pilotage. et donc, on file la métaphore finalement, hein, mais avant d'accélérer, encore faut-il avoir des bons tableaux de pilotage et puis savoir vers où on accélère et comment est-ce qu'on mesure cette accélération. Et unir nos forces aussi, puisqu'il y a cette logique aussi de massification et de se réunir ensemble pour aborder, et on est toujours plus fort ensemble, ce sujet. Donc, ouais, très intéressant. C'est formidable parce que c'est vrai qu'avec 4 groupes, on aurait pu partir dans tous les sens et avoir des vraies interrogations sur la suite, comment prioriser, comment choisir. On a ici une vraie cohérence quand même dans les travaux qui ont été menés, et ce qui nous donne sans doute une piste très, 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 très intéressante pour la suite, non ? Eh bien, on voulait des solutions concrètes, je crois, Guillaume, qu'on en a, et on va laisser le mot de la fin à Audrey, qui a lancé toute cette démarche au sein de la Banque des Territoires. Pour nous donner un peu de perspective sur ce qu'on va en faire, peut-être. Il faut se désinfecter les mains. Pas de blague avec le protocole, sinon on se fait disputer. D'abord, merci à tous pour votre contribution. Je n'ai pas pu suivre évidemment les 4 ateliers en parallèle, mais la restitution est déjà très riche. Pour vous dire qu'effectivement, cette démarche, comme l'a dit Blandine Kelsey-Godin, quand on a démarré la matinée, on a fait un premier test. On est en phase, nous aussi, de massification sur la démarche. Donc, on a cet atelier sur la rénovation énergétique des logements sociaux. Pour vous faire un petit teasing, on est en train de faire des choses aussi sur le grand cycle de l'eau, qui va concerner plutôt les collectivités locales. Mais voilà, on est vraiment dans cette démarche de travail et de co-construction avec nos partenaires. Sur la suite de notre matinée,
On va vous envoyer évidemment un retour plus complet de restitution des différents ateliers, l'enregistrement aussi de la première partie qu'on pourra diffuser. Ça, ce sera plutôt début janvier, puisque là, à partir de demain, la plupart d'entre nous seront en congé. Et puis, on vous proposera en même temps que la restitution des prochains rendez-vous pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble sur la suite. Donc, de façon plus opérationnelle, s'il y a des choses à développer ou voilà, j'ai plus tout en tête, mais sur des outils d'aide à la décision, sur des cahiers des charges, sur des modalités de massification, voilà, on regardera tout ça ensemble. Il y a peut-être des choses qui vont être plus opérationnelles tout de suite, et puis d'autres qui vont demander un peu plus de réflexion. Donc, on fera au fur et à mesure, et puis on vous ressollicitera et on vous remobilisera pour la suite, évidemment. Je ne sais pas, je parle sous ton contrôle, Audrey, mais ceux qui souhaitent d'ores et déjà manifester leur volonté de contribuer à certains ou toutes les idées qui ont été évoquées aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à le faire en le signifiant aux interlocuteurs que vous avez eus côté Banque des Territoires, notamment Sarah, de qui l'invitation a dû partir. Voilà. Voilà, puis quand on accélère, il ne faut pas attendre le dernier tour pour commencer à accélérer. Et donc, on se revoit dès lundi entre nous pour justement synthétiser les travaux et démontrer qu'on a vraiment envie que ça bouge. Et donc, on sera en mesure de vous partager très, très vite nos conclusions communes. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, Raphaël, ceux qui ont envie de s'impliquer, s'il vous plaît, levez la main virtuellement ou envoyez-nous un message et vous serez les bienvenus. Merci encore à tous pour votre participation active, c'était le moins qu'on puisse dire. Merci à Sarah, merci à toute l'équipe technique qui nous accompagnait, que vous ne voyez peut-être pas, mais qui sont là à nos côtés pour nous aider. Merci à toute l'équipe du Hub qui a organisé aussi la salle en plénière, les sous-groupes, etc. Et merci à tous les facilitateurs, Pierre-Baptiste, Étienne, Kim, Guillaume, et voilà. Ça a été un grand plaisir, en tout cas. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.